Salut les photographes et bienvenue sur 1855 Studio. Aujourd'hui, on reprend la série Tuto les bases de la photo pour vous donner plein d'astuces pour bien réussir vos photos. Aujourd'hui, le thème abordé sera l'exposition ainsi que le triangle d'exposition. Nous allons voir les 3 réglages essentiels à maîtriser pour bien exposer vos photos. On se retrouve après le jingle. Lorsqu'on débute en photo, on a souvent tendance à rater son exposition et on se trouve très déçu lorsqu'on a des photos qui sont soit trop claires, soit bien trop sombres à notre goût. Pour remédier à cela, nous allons voir le triangle d'exposition et la gestion des 3 facteurs qui jouent sur l'exposition. L'exposition en elle-même désigne la quantité totale de lumière reçue par la pellicule ou le capteur. Elle dépend de 2 facteurs, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Le triangle d'exposition intègre un 3e facteur, la sensibilité, mais nous verrons cela après l'ouverture et la vitesse d'obturation. Nous allons voir un à un chacun des réglages du triangle d'exposition, ainsi que ses modifications sur l'exposition et surtout, le plus important, sur la photo en général. On débute par une caractéristique propre aux lentilles, l'ouverture, aussi appelée le diaphragme. Sa valeur est caractérisée par un rapport mathématique entre le diamètre de la lentille et la longueur focale de l'objectif. Sa valeur est un nombre précédé d'un F majuscule et on peut la faire varier grâce au diaphragme en le fermant plus ou moins. Voici à présent l'échelle des ouvertures qui varie entre F1.4, valeur très ouverte, et F22, valeur fermée. L'évolution des valeurs dépend d'un ratio mathématique, elles ne sont donc pas régulièrement graduées. Un peu paradoxal, mais plus la valeur de l'ouverture est petite, plus l'objectif est ouvert et laisse passer de la lumière. Un diaph sépare chacune des valeurs de cette échelle. Ainsi, lorsqu'on passe de F4 à F2.8, on dit que l'on ouvre d'un diaphragme. Lorsqu'on passe de F8 à F16, on dit que l'on ferme de 2 diaphragmes. L'ouverture dépend de l'objectif, de sa longueur focale dans un premier temps. Plus un objectif a une longueur focale importante, plus son ouverture sera réduite à qualité égale. De sa gamme ensuite. Les objectifs très onéreux seront globalement plus lumineux et avec des ouvertures plus grandes que ceux bas de gamme. Quelques exemples pour illustrer cela, on trouve par exemple un Tamron 70-200 AF2.8 en catégorie semi-professionnelle et on trouve en entrée de gamme assez bas de gamme finalement un 70-300 toujours de chez Tamron qui lui n'ouvrira au maximum qu'à 4 pour 70 mm et 5-6 pour 300 mm. À côté de cela, on trouve la focale fixe 50 mm qui est absolument facile à construire et que l'on trouve à bas prix chez tous les constructeurs pour une ouverture ultra correcte de f1.8. Si l'ouverture est si importante en photo, c'est tant pour son influence sur le triangle d'exposition que pour son influence sur la photo en elle-même. En effet, l'ouverture influe sur la netteté de la photo. Ainsi, on parle de profondeur de champ pour la zone de netteté. Plus l'objectif est lumineux et la valeur de l'ouverture faible, plus la profondeur de champ est réduite. 3 petites choses à retenir sur la netteté. La profondeur de champ, elle est répartie 1/3 avant et 2/3 après le point exact de mise au point. Deuxième chose, la profondeur de champ, elle double tous les 2 diaphes. Ainsi, en passant de f2.8 à f5.6, je double ma zone de netteté dans ma photo. Dernière chose, la focale de l'objectif influe sur la profondeur de champ. Plus l'objectif a une focale grande, plus la profondeur de champ sera réduite. Ainsi, on se trouve sur des télézooms avec une très petite profondeur de champ, pratique en portrait, mais pas forcément utile pour faire des photos de paysage. Et on se trouve avec des ultra grands angles qui, eux, auront une profondeur de champ énorme, malgré leur grande ouverture. Ceci nous permettra notamment, en fermant un petit peu le diaphragme, d'obtenir ce qu'on appelle l'effet hyperfocal. Mais on garde ceci pour un autre sujet. On va maintenant parler de la vitesse d'obturation, qui est aussi appelée le temps d'exposition, le temps de pose ou encore la durée d'exposition. Tout cela est relatif au temps où on laisse l'appareil ouvert, c'est-à-dire le temps que l'on laisse à la lumière pour entrer. Ainsi, plus cette durée est grande ou plus la vitesse d'obturation est faible, plus la quantité de lumière qui rentre
est importante et plus l'image est lumineuse. Tout comme pour l'ouverture, il existe une échelle des vitesses d'obturation, allant globalement de 1 seconde à 1/4 millième de seconde pour les appareils haut de gamme. On exclut tout de même les valeurs de longue pause, c'est-à-dire celles qui sont supérieures à 1 seconde. On ne traitera donc pas de pause longue aujourd'hui dans cette vidéo, mais si vous le voulez, mettez-le en commentaire, ça peut faire le sujet d'une autre vidéo. Cette échelle est bien plus facile à appréhender que celle des ouvertures, car l'on retrouve un rapport de 2 entre chacune des valeurs de la vitesse d'obturation. Plus la vitesse d'obturation est rapide, comme à 1/2 millième de seconde par exemple, moins il y a de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Pour des valeurs de 1/2 ou 1 seconde, il y a énormément de lumière qui rentre. La vitesse d'obturation influe sur la netteté de la photo, mais en figeant ou en laissant des traces de filet du sujet qui est en mouvement. On pourra donc utiliser des valeurs faibles de vitesse telles 1 seconde pour des sujets qui ne sont pas en mouvement, comme par exemple un paysage, mais on va devoir monter sur des valeurs de vitesse énormes lorsqu'on voudra figer complètement un sujet qui est extrêmement en mouvement, comme par exemple un sportif. Si la vitesse d'obturation est trop faible et le mouvement trop rapide, on obtiendra un effet de filet du mouvement, un espèce de flou, une ombre fantôme du sportif qui sera placée juste derrière lui. Il ne sera donc plus tout à fait net. Une vitesse d'obturation élevée permet aussi de faire disparaître ce qu'on appelle le flou de bouger, c'est-à-dire les mouvements que l'on fait sur l'appareil photo, que l'appareil photo fait lorsqu'il déclenche. Pendant le déclenchement et l'ouverture, l'appareil bouge et ça crée le filet du mouvement, non pas parce que c'est le sujet qui bouge, mais parce que c'est l'appareil qui bouge. Le flou de bouger se fait surtout ressentir sur les longues focales ou lorsqu'on est vraiment à des vitesses très basses en faible luminosité. Pour éviter le flou de bouger, on peut définir une petite règle lorsqu'on est à main levée, c'est de prendre pour vitesse minimale d'obturation l'inverse de la valeur de la focale de l'objectif utilisé. Ainsi, lorsqu'on sera à 300 mm, on essaiera de ne pas prendre de photos en dessous de 1/300 de seconde pour limiter cet effet de flou de bouger. Les constructeurs d'optique ont ainsi développé des systèmes de stabilisation pour limiter cet effet de flou de bouger. On retrouve les sigles VR chez Nikon, IS chez Canon, VC chez Tamron et OS chez Sigma. Je vous invite à chercher les autres si cela vous intéresse. Ces systèmes ont pour avantage de faire gagner 2 vitesses de stabilité à main levée. Ainsi, on pourra passer de 1/250 à 1/60 de seconde en activant la stabilisation. Attention toutefois, lorsqu'on est en pause longue supérieure à 2 secondes de temps de pause, ces systèmes deviennent non plus un avantage mais un inconvénient car ils peuvent justement créer du flou. Il faut donc penser à les désactiver. On verra ça sûrement plus tard. Avant de parler de la sensibilité, troisième composante du triangle d'exposition, nous allons lier vitesse d'obturation et ouverture. Il faut tout d'abord, lors d'une photo, réfléchir si on préfère la vitesse, comme en photo de sport pour figer le mouvement, ou la netteté, comme en photo de paysage. L'utilisation d'une vitesse d'obturation importante en photo de sport induira une ouverture plutôt grande pour compenser. A l'inverse, en photo de paysage, pour pouvoir avoir une grande netteté, nous allons fermer l'ouverture, fermer le diaphragme, et donc se trouver avec une vitesse d'obturation relativement basse. Il existe une relation entre l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation. On peut donc retenir que lorsqu'on ouvre d'un diaphragme, d'une valeur de diaphragme, on peut augmenter de 2 vitesses et on conservera dans ce cas la même exposition, la même quantité de lumière. Ce rapport bien qu'indicatif nous permet de pouvoir jongler de manière relativement mathématique entre ces deux réglages. Néanmoins, lorsqu'on a atteint les limites de ces deux réglages, il nous reste un dernier recours, la sensibilité de la surface sensible, qui est donc soit la pellicule à l'époque et en photo argentique, je n'en parlerai pas, je n'y connais absolument rien, soit le capteur dans le cas de la photo numérique. La sensibilité se règle en ISO, elle est extrêmement facile à changer en photo numérique comparé aux pellicules qui intégraient ce réglage. À l'époque de l'argentique, il fallait donc changer tout le rouleau de pellicule pour changer ce réglage. L'échelle des ISO varie selon les marques et les modèles.
Les nouveaux modèles haut de gamme et très récents, les dernières technologies embarquent des capteurs qui peuvent monter à des ISO absolument exceptionnels. Elles se placent globalement entre 50 et 100 ISO pour les valeurs les plus basses, jusqu'à 12800 ou plus, ou vraiment plus, selon les modèles. Plus la valeur des ISO est élevée, plus le signal perçu par le capteur est amplifié par le processeur de l'appareil photo et plus l'exposition nous semble être corrigée à la hausse, donc plus on gagne de luminosité. Ceci est tout à fait théorique, on ne gagne pas plus de luminosité, on ne fait que l'amplifier. Cette amplification lumineuse ne se fait pas sans contrepartie. En effet, plus on monte dans les valeurs d'ISO, plus on voit apparaître sur l'image ce qu'on appelle du bruit numérique. Ce bruit de capteur dégrade énormément la photo. Il est plus ou moins bien géré selon les modèles de boîtier et les marques, ainsi que les couleurs de la photo. Les zones sombres étant énormément sujettes à l'apparition de ce bruit. Il est recommandé de conserver les ISO bas entre 50 et 800 ISO pour conserver une qualité optimale. Néanmoins, dans certains cas, en basse luminosité, comme dans des concerts où l'on veut conserver la netteté et donc une ouverture pas trop importante et une vitesse élevée, la montée en ISO est recommandée et l'apparition du bruit sur les photos est inévitable, mais à la fois faisant partie intégrante de l'ambiance de la photo, donnant cet aspect un petit peu plus brut et avec moins de piqué. Et pour conclure, comme cette vidéo est déjà largement assez longue, le triangle d'exposition, c'est la gestion de ces trois paramètres de manière optimale. On trouve une multitude de schémas extrêmement explicites sur internet qui nous montrent à la fois les échelles et les effets. La réduction de la profondeur de champ lorsqu'on ouvre l'objectif, le filet qui apparaît lorsque la vitesse d'obturation devient faible et le bruitage qui apparaît lorsque les ISO montent. Et pour finir, je vous dis un grand merci d'avoir supporté mes explications jusque-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des propositions de vidéos à me faire. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine et bonne continuation sur 1855 Studio.